Donc, continuons. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a présenté lors du dernier NPE Connect les dates clés pour la préparation du Congrès mondial. Mais maintenant, comment vos villes peuvent réellement se préparer à participer au Congrès mondial? Donc, ça pourrait se décliner en plusieurs façons. Donc, comment vous préparer au Congrès? Plusieurs options vont s'offrir à vous, les villes, et nous allons les définir dans les prochaines semaines, puisque, comme vous le savez, le programme préliminaire va sortir le 26 mai. Mais je pourrais vous orienter aujourd'hui déjà vers quelques pistes. Donc, premièrement, le symposium va s'appuyer, entre autres, sur des sessions et des ateliers dont l'objectif est de faire comprendre le nouveau projet urbain et d'adhérer à son cadre de référence, qui, lui, je le rappelle, s'appuie sur l'habitabilité comme réponse aux enjeux contemporains des centres historiques de nos villes. Les ateliers s'appuieront sur des cas d'usage et des discussions sur les forces et les défis de ces cas d'usage. Donc, pour discuter, pour les discussions et pour les ateliers, nous allons rechercher des villes témoins pour représenter ces cas d'usage qui vont introduire chacun des ateliers. Donc, comme troisième point, ça reste à confirmer, mais il est probable que nous lancions un appel à contribution pour le symposium qui va nous aider premièrement à trouver les villes témoins. Celles qui ne seront pas sélectionnées comme villes témoins pourront, par exemple, être invitées à présenter leur cas d'usage sous forme d'affiches, par exemple. Vous le savez, chaque congrès, on organise une exposition d'affiches. Donc, l'appel à contribution, je le répète, pourrait être utilisé pour les villes témoins, dans le cas des ateliers, ou l'exposition d'affiches. Donc, ce que nous allons tenter, c'est de maximiser chacun des cas présentés pour qu'ils soient utilisés ou présentés d'une façon ou d'une autre lors du Congrès mondial. Donc, n'oublions pas que le thème du symposium, c'est le nouveau projet urbain de l'OVPM pour les centres historiques, pour l'habitabilité des centres historiques, et que le symposium va s'articuler entre l'Assemblée générale pour non seulement faire adhérer les villes au nouveau projet urbain, mais aussi les faire adopter une feuille de route personnalisée à travers le plan d'action de l'OVPM sur les actions à mettre en œuvre dans leur ville pour atteindre le niveau d'habitabilité que chaque ville désire. Sur le côté logistique, maintenant, je peux déjà vous dire qu'un des principes du programme de gratification prendra en compte la composition des délégations. Donc, nous avions restreint à Cordoue, donc au dernier congrès mondial, à 4 personnes chaque délégation pour une question d'espace. Mais à Marrakech, il n'y aura pas de restriction de nombre de participants dans les délégations. Donc, ça, c'est déjà une information que vous pouvez prendre en compte pour la composition de vos délégations. Et finalement, je vous partage d'autres idées qu'on a eues pour que vos villes puissent participer pleinement au congrès. On a aussi pensé offrir aux villes de l'accélérateur, je ne sais pas s'il y en a de connectés aujourd'hui, mais on a pensé offrir aux villes de l'accélérateur de créer une affiche pour montrer leurs expériences. Comme nous l'avions fait à Cordoue aussi, les villes qui ont créé un réseau collaboratif depuis Cordoue, de leur offrir de créer aussi une affiche sur leur réseau collaboratif. Comme je viens de le dire aussi, on pourrait continuer d'offrir l'exposition d'affiches avec bien sûr une thématique centrée sur l'habitabilité. Voilà, c'est plein d'idées qu'on a présentement en ébullition. Le tout, bien sûr, sera confirmé dans les prochaines semaines. Et comme je le dis, le programme préliminaire sera publié le 26 mai. Donc, c'est tout bientôt, dans 2 semaines et demie. Et ça vous donnera aussi déjà une bonne idée de comment vraiment mieux vous mettre dans le bain du congrès en vue des inscriptions qui, elles, seront lancées à la mi-juin. Avez-vous des questions par rapport à tous ces points que je viens de mentionner?
Parfait. Donc, je vais continuer. Switching to English for that. Je vais passer à l'anglais pour cette question car je viens de rentrer de l'atelier de Visby où nous avons travaillé en anglais. Du 27 au 29 avril, le secrétariat régional de l'Europe du Nord-Ouest et de l'Amérique du Nord, en collaboration avec le secrétariat général, a organisé un atelier de 2 jours dans la ville de Visby, sur elle, île de Gotland. Nous avons accueilli des délégués de nombreuses villes, notamment d'Augsbourg, de Bruges, de Bruxelles, de Dubrovnik, et Guangzhou était également des nôtres. Je crois que Kim est parmi nous aujourd'hui. Kutna Hora, Luxembourg, Neringa, Philadelphie. Ratisbonne, bien sûr, qui s'est scindé, Vilnius, et, bien sûr, Visby. La ville haute. Nous avons accueilli de nombreux représentants du patrimoine suédois régional et national. Avec nous, nous avons échangé des idées et des expériences issues de l'ensemble du réseau. Nous avons donc vécu 2 journées bien différentes. Le premier jour, nous avons participé à un atelier intitulé Heritage Futures, organisé par Wolfgang Dersch, Matthias Ripp et Monika Gottler, qui est également parmi nous. Si vous le souhaitez, Monika, vous pouvez dire quelques mots. À tout à l'heure. Bien sûr, en présence de Louise Hoffmann, originaire de la ville de Visby. La séance a donc été animée par Cornelius. Il est titulaire de la chaire de l'UNESCO à l'université Linnaeus. Linnaeus. Je suis désolé. Je prononce cela très mal. À l'université Linnaeus, l'atelier a exploré les approches de l'UNESCO en matière de réflexion prospective sur la consolidation de la paix et la gestion à long terme du patrimoine dans les villes historiques. Ce fut un véritable exercice intellectuel, mais très utile, afin de réfléchir aux actions ou aux politiques actuelles pour l'avenir des villes patrimoniales. Le deuxième jour, un nouveau test de perception des processus urbains a été organisé, animé par Michael et moi-même. L'objectif était de tester le et son cadre de capacité à travers les 4 principes opérationnels, connus comme les conditions jugées essentielles pour que les villes membres améliorent l'habitabilité de leur centre historique. Nous avons organisé 4 ateliers pour chaque principe. Les délégués ont partagé des exemples concrets et des enseignements pratiques tirés de leur ville. À travers les thèmes clés explorés depuis 2022, notamment la transition écologique, économie régénératrice, l'authenticité et le renforcement des capacités financières et institutionnelles des centres historiques. La discussion, qui a suivi chaque présentation d'exemples concrets, nous a permis de mieux cerner les points essentiels à renforcer et de confirmer la pertinence générale de ces principes. Cela a également suscité des idées sur la manière d'organiser un symposium à Marrakech et, à terme, de renforcer la mise en œuvre du NEP dans nos villes. After the Congress. Nous avons donc passé 2 journées vraiment très enrichissantes. À Visby. J'ai vraiment apprécié la contribution de la ville. Je ne sais pas, Monika, je ne vous vois pas ici? Oui, bien sûr. Souhaitez-vous dire quelques mots au sujet de l'atelier? J'espère que vous m'entendez, car je ne vois pas les présentations. Mais je vois vos visages. Je suis ravie d'être ici. Je tenais également à vous dire que j'ai trouvé cela très enrichissant et que j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, simplement pour avoir fait cela. Un échange très personnel et ouvert entre les villes. Je pense que Messi était un chapitre à part, au-delà de la rencontre personnelle. Il est toujours utile de constater que nous partageons tous les mêmes défis, et le fait de travailler concrètement sur le terrain et de voir les exemples des autres villes était très positif. Je pense également que était une bonne idée d'avoir 2 thèmes principaux différents sur les 2 jours, mais tout s'est très bien déroulé. En quelque sorte, cela a permis d'ouvrir les esprits. Et le deuxième jour, nous sommes vraiment entrés dans le vif du sujet, pour voir ce que nous faisons actuellement.
Mais avec cette perspective de ce dont nous avions discuté la veille, à propos d'une réflexion sur l'avenir, je pense que était très bien. J'ai également beaucoup apprécié le fait que nous ayons réuni tant de villes différentes, qui, au final, sont toutes arrivées à la conclusion que nous faisons déjà du très bon travail dans nos villes, car tous les projets présentés étaient déjà centrés sur les personnes. Nous avons tous confirmé que les personnes sont au cœur de notre travail. Et c'est cela, l'habitabilité. Voilà donc ma brève conclusion sur ces 2 journées très, très enrichissantes. Oui. Les gens, l'approche centrée sur les personnes, état d'esprit que nous avons adopté, en fait nous le mettons déjà en pratique, mais nous l'avons intégré dans vous savez, la définition de. Bref. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, je vais passer la parole Retour à Adriana. Il n'y a donc aucune question. Parfait. Enfin, depuis l'année dernière, nous avons lancé une campagne visant à recenser un maximum d'initiatives, autant que possible, qui montrent comment les villes de notre réseau s'efforcent d'améliorer l'habitabilité. L'objectif de cette campagne était de constituer une solide base de données de bonnes pratiques. Je tiens donc à remercier chaleureusement toutes les villes qui ont contribué à cette initiative. À ce jour, nous avons publié une douzaine de bonnes pratiques provenant de différentes villes, et d'autres viendront s'y ajouter dans les semaines à venir. Nous n'avons pas encore défini comment nous utiliserons ces bonnes pratiques pour le congrès de Marrakech. Les exemples que vous partagez nous aident déjà beaucoup à cerner tous les défis auxquels vos villes sont confrontées. Bien sûr, toutes les priorités qui guident l'action locale, ainsi que les différentes façons dont elle est appréhendée, notamment en matière d'habitabilité. De nombreux thèmes ont été recensés grâce à cette activité. C'est très varié. Il y a un large éventail de sujets. Par exemple, nous avons des modèles de gouvernance du patrimoine, tels que l'Havana, en collaboration avec le bureau de l'historien. Nous avons également un dialogue entre les parties prenantes pour la gestion du patrimoine, comme à Québec. Nous avons une planification des espaces publics menée par la communauté au Luxembourg. Nous avons des réglementations sur la location à court terme. À San Antonio, la gestion du tourisme s'effectue par le biais de différentes initiatives et actions. À Bruges et à Cracovie. Nous avons également une planification de la mobilité ascendante. À Ratisbonne, des améliorations des espaces publics et de la sécurité. À Puebla, nous menons un dialogue sur les projets de transformation du patrimoine à Bordeaux, ainsi que sur l'amélioration de l'accès au patrimoine pour tous les citoyens à Mexico. D'autres bonnes pratiques sont à venir concernant Bruxelles, Puebla, et bien d'autres villes encore. Je mettrai le lien dans le chat. Le lien vers ceci, vers le site, vers. Vous pourrez ainsi consulter les bonnes pratiques sur notre site web. Je vais le mettre tout de suite. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous donner d'autres exemples de vos bonnes pratiques. Vous pouvez télécharger les fiches récapitulatives sur le site web. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter la mairie. C'est ce qui est présenté dans les bonnes pratiques. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. J'ajouterai que ces bonnes pratiques nous aident également à répondre à nos attentes pour l'atelier, au cours du colloque. Cela nous donne donc beaucoup d'idées sur les villes témoins potentielles pour le symposium et l'atelier organisé dans le cadre de celui-ci. Maintenant, je vais changer au français parce qu'on va présenter aujourd'hui les résultats des 3 City Labs qu'on a tenus le mois dernier. Si vous avez déjà suivi nos nouvelles et notre communication, on a fait les 3 City Labs culture de la coopération coordonnés par la ville de Bordeaux, gestion du tourisme dans les centres historiques coordonnés par Amsterdam et efficacité énergétique et patrimoine mondial coordonné par Luxembourg. Au total, on a eu 3 City Labs qui ont réuni plus de 33 participants de 18 villes différentes avec les partages d'expériences, avec les défis, évidemment, des pratiques très concrètes.
Et on a déjà publié les rapports qui consolident tous les résultats. Vous allez recevoir les rapports, les mailers qui vont annoncer la publication aujourd'hui, plus tard. Et c'est ça, les 3 CityLab nous ont permis de collecter des informations très précieuses, des constats qui sont très importants pour ce travail qu'on fait couramment par rapport au nouveau projet urbain. Aujourd'hui, nous accueillons la coordinatrice du CityLab Culture de la coopération, Laure Monniot, de la ville de Bordeaux, pour avoir un peu plus des questions ou des idées concernant les résultats, les points clés et les principaux apprentissages issus des échanges. Merci Anne-Laure pour être avec nous aujourd'hui. Je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Tu me rappelles combien de temps je peux parler? Pas très longtemps, hein, je crois, ça doit être très, très bref, c'est ça? Oui, oui, oui. Bon, donc je vais quand même rappeler pourquoi on a voulu organiser un CityLab sur la culture de la coopération. C'est que la question du patrimoine, à toutes les époques et dans tous les lieux, la conservation et l'exploitation, la valorisation, ça fait débat. En fait, ça soulève des questions qui peuvent être à l'origine de conflits d'intérêts et de vision. En fait, on se demande que faut-il conserver, comment conserver sans dénaturer, comment adapter pour mieux transmettre. Et on se rend compte que du point de vue des acteurs impliqués, les réponses peuvent diverger. En fait, les experts du patrimoine ont leur propre vérité, les élus ont d'autres visions, les urbanistes et les promoteurs ou encore les habitants n'abordent pas du tout les enjeux de transformation et de conservation avec les mêmes priorités ni les mêmes cadres de référence. Et donc, la nécessité de dialogue et de confrontation constructive des points de vue s'impose pour créer les projets structurants qui vont garantir l'habitabilité. Alors, on a pris deux cas bordelais et invité les architectes et les porteurs de projets à s'exprimer pour stimuler un peu les échanges. Cela a permis des discussions pour identifier les problèmes majeurs, donc qui sont finalement aussi des opportunités, c'est-à-dire qu'il faut rassembler l'ensemble des visions et donc concerter largement pour pouvoir identifier où sont les divergences d'intérêts et engager le dialogue. Pour cela, il faut également avoir des lieux d'échange et des moments d'échange communs, donc des points de rencontre qui permettent de mettre en place ce dialogue. Alors, qu'est-ce que nous avons dit de plus? Oui, que cela était également important de bien inscrire les projets de valorisation du patrimoine dans la vie contemporaine. Ça, c'est un facteur d'intégration du patrimoine dans un projet global, dans un projet de société. Et ce sont des clés de réussite, de compréhension des enjeux de conservation. Il faut évidemment privilégier une approche pragmatique, flexible et évolutive qui, du coup, permet de tirer parti des échanges et des discussions entre points de vue au départ divergents et qui peuvent se retrouver à partir d'une posture constructive. Nous avons repéré certains points de divergence, ou de déclinaison selon les situations des différentes villes qui justifient que cette culture de la coopération, finalement, elle se décline et elle trouve sa forme en lien avec les situations qui peuvent être différentes. Alors, on trouve important de recommander d'institutionnaliser cette coopération en
en créant des cadres de coopération qui servent de repère à l'ensemble de ceux qui pourraient avoir apporté des points de vue différents, qu'il est nécessaire de se doter d'outils pour récolter l'ensemble de ces points de vue. On a aussi évoqué la question des montages financiers. Une partie des conflits d'intérêts peuvent être aussi sur la disponibilité financière pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes. On a identifié également la nécessité de diversifier la communication. Ça, c'est un peu pour toucher différents types de publics et différents types de points de vue. Le développement d'outils pédagogiques divers, des maquettes, des expositions ou des ouvertures de chantiers facilitent la compréhension des enjeux en fait et permettent d'avoir des objets un peu transactionnels, enfin de s'appuyer sur des choses concrètes mais qui sont à distance, qui sont des intermédiaires entre les personnes. Bon, ça demande tout ça demande un effort de coordination et il faut bien dire que parfois la fragmentation institutionnelle est un frein, donc il faut arriver à la dépasser en clarifiant les rôles, les responsabilités et en prenant le temps, voilà, de bien analyser les situations aux différents échelons. En conclusion, donc je voudrais redire la reconnaissance des divergences ne doit pas être considérée comme des obstacles, mais au contraire comme des points de départ. En fait, ça c'est très important. S'il n'y a pas de divergence, vraisemblablement il manque de sincérité ou il manque d'acteurs autour de la table. L'entre-soi ne permet pas de faire des projets structurants. Le dialogue étant nécessaire pour aboutir à un projet collectif. Et donc, les mécanismes de concertation sont faits pour ça. J'ai déjà parlé de la déclinaison de la spécificité et en fait, j'aimerais conclure sur quelque chose qui me tient à cœur, qui est que, en somme, la culture de la coopération est une condition pour garantir l'habitabilité des centres historiques parce qu'elle permet de regarder ensemble les enjeux de préservation patrimoniale et les enjeux sociaux, économiques et environnementaux contemporains, et pas de se focaliser seulement sur la question de la préservation sans mise en perspective. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je peux répondre à des questions maintenant ou plus tard, si vous le souhaitez. Merci. Merci Anne-Laure, c'était très intéressant. Puis c'est sûr que les échanges de ces City-Labs, ça sert pour continuer un peu le même dialogue concernant comment est-ce qu'on peut rassembler tous les acteurs dans les mêmes logiques. C'était très intéressant. Puis c'est sûr que les cas bordelais qui ont été présentés ont enrichi les discussions et on espère pouvoir continuer à travailler ces sujets dans les prochaines étapes de l'élaboration de nouveaux projets urbains et évidemment Marrakech aussi. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui a une question ou quelque chose, n'hésite pas à lever la main. Sinon, je laisse la parole à Andréane pour continuer avec les calendriers des activités. Parfait. Est-ce que je suis bien en français? Oui, parfait. Donc, c'est assez simple. Nous allons fermer les candidatures du prix Jean-Paul Allier demain. Donc, nous avons reçu quelques candidatures aujourd'hui. Donc, ça commence à être très intéressant. Bien sûr, si quelques-unes de vos villes avez besoin de quelques jours de plus pour fermer vos candidatures, n'hésitez pas à contacter Bérénice, qui est responsable de ce projet. Sinon, le 15 et le 16 juin, nous aurons un atelier
d'une de nos nouvelles villes membres qui est à Saint-Louis, au Sénégal. Donc, ceci vient de se confirmer, si je ne me trompe pas, avant-hier, Adriana. Yes. Donc, ça sera un test de perception, un peu comme nous l'avons fait à Visby, mais au niveau des villes africaines. Donc, un test de perception du nouveau projet urbain. Et finalement, je ne l'ai pas mis au calendrier, mais comme nous avons pu le discuter à Visby avec nos collègues d'Asie-Pacifique, du secrétariat régional, je ne l'ai pas mis parce qu'on n'a pas les dates, mais il y aura aussi un atelier du type test de perception qui pourra se faire en Asie pour les villes principalement coréennes, peut-être asiatiques, ça reste à confirmer, au mois d'août. Probablement. Donc, les dates restent à confirmer. Ce sera aussi un test de perception juste avant le congrès. Donc, voilà, c'est ce qu'on a pour les prochaines activités, mais principalement, les activités qui tournent autour du nouveau projet urbain sont presque terminées. Il ne reste plus grand-chose. Ce qui est le plus important maintenant, c'est la préparation des villes au congrès. C'est vraiment ça sur quoi on se concentre. On se concentre à préparer le programme, on se concentre à lancer les inscriptions, à lancer le programme de gratification et vraiment à lancer tout ce qu'on pourra pour que vos villes puissent participer pleinement au symposium, puissent pleinement s'impliquer au symposium et se sentir partie prenante, en fait, du symposium, mais aussi de l'Assemblée générale. Donc, c'est ça sur quoi on va se pencher et se concentrer dans les prochains mois jusqu'au congrès de Marrakech à la fin octobre. C'est vraiment ça sur quoi on se concentre. Donc, voilà. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment. En fait, si vous avez une première question, parce que je pense qu'il n'y en a pas eu aujourd'hui, mais n'hésitez pas. Vous le savez qu'on est toujours disponible pour vous, que ce soit par courriel ou n'importe quelle plateforme WhatsApp, on est toujours disponible pour vous. Et voilà, Adriana, je te laisse le mot de la fin. Donc, comme l'a dit Andrea, vous disposez de tous nos contacts, vous disposez de toutes nos informations. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît à nous contacter et à nous faire part de vos besoins. Et j'espère que vous avez pu. Désolé pour les problèmes techniques. Mais vous recevrez cette présentation sous forme de vidéo. Bye. Bye.